cerveau, organe aussi fascinant que mystérieux. Il stocke des savoirs et des souvenirs, crée des émotions et construit des rêves. Ça fait longtemps que des scientifiques essayent de décrypter ces secrets. Imaginez un seau dans lequel on jetterait une bille à chaque connaissance acquise sur le cerveau. On comprend qu'il est le siège des émotions, une bille. On comprend que des signaux électriques parcourent ces neurones, une autre bille. En remontant le temps, on remarque que ce seau n'a pas été rempli de manière constante. Il a même parfois lui-même été changé, car la conception du cerveau s'est modifiée. Vu comme un objet anatomique, une matière modelable ou encore une machine, la façon d'étudier cet organe révèle une histoire aussi complexe que le cerveau lui-même. Vous écoutez l'Uniscope, un podcast du magazine du campus de l'Université de Lausanne. Comment pense-t-on le cerveau aujourd'hui ? J'ai posé la question à Francesco Panesi, sociologue à la faculté des sciences sociales et politiques et à la faculté de biologie et de médecine de l'UNIL. Aujourd'hui, c'est vrai que le cerveau est pris dans un faisceau de disciplines et d'approches absolument incroyables, parce que c'est sans doute un des objets les plus étudiés aujourd'hui et déjà par le passé. Et la liste des disciplines ou des domaines qu'il étudie est vraiment extrêmement longue. Peut-être faudrait-il commencer par la neuroanatomie, c'est-à-dire l'étude de la forme du cerveau, qui a acquis ses lettres de noblesse déjà au XVIIe siècle avec des gens comme Thomas Willis, mais aussi la neurophysiologie, qui s'intéresse au fonctionnement du cerveau et qui s'est surtout développée à partir de la fin du XXe siècle. Et puis après, évidemment, avec l'arrivée de la biologie, puis de la biologie moléculaire, il y a la neurobiologie qui est apparue. Et ensuite, la neurogénétique. Donc, ce qu'on voit d'abord, c'est que les sciences du cerveau, finalement, sont toujours fécondées par le développement d'approches beaucoup plus larges du domaine des sciences de la vie. Mais le phénomène le plus récent, je dirais que c'est l'entrée de thématiques de sciences humaines et sociales dans les sciences du cerveau, avec cette idée que toute une série de phénomènes, y inclut des phénomènes qui relèvent de la personne ou de la société ou des comportements, peuvent trouver une partie de leur explication dans le cerveau. Mais de quand date cette fascination ? Pour arriver à toutes ces disciplines, il y a des centaines d'années de recherche, ou même des milliers. Je crois qu'on peut dire que le cerveau a toujours manifesté l'intérêt des êtres humains. Et il y a en fait plusieurs histoires du cerveau. Les historiens nous apprennent que les premières traces de l'intérêt du cerveau remontent déjà au néolithique. Vraiment, on est entre 5000 et 7000 ans avant Jésus-Christ. Et puis, quelles sont ces traces ? Eh bien, ce sont des trépanations. Des trépanations, c'est-à-dire des ouvertures volontaires que l'on faisait sur les crânes. Et il y a évidemment différentes théories concernant ces trépanations, mais la théorie la plus probable, c'est qu'on voyait dans l'ouverture des crânes une manière de libérer en quelque sorte le cerveau pour soulager des douleurs, pour faire dégonfler des abcès, etc., mais aussi des théories plutôt symboliques, voire religieuses, avec l'idée d'une ouverture du crâne qui permettrait une meilleure connexion de ce qu'on appelle aujourd'hui le cerveau avec un monde autre. Mais donc là, il y a vraiment un intérêt tout à fait empirique du cerveau avec ses premières traces de ce qu'on pourrait appeler une neurochirurgie. Mais le cerveau commence à être conçu d'une manière, je dirais, complexe à partir de la fin du Moyen-Âge, parce qu'à ce moment-là, la conception que l'on a, disons, de l'intelligence ou du fonctionnement de l'esprit doit se retrouver dans le cerveau. On y trouve les sens donnent lieu à des images, ce qu'on appelle la vis imaginative, donc des images qu'on arrive à localiser dans le cerveau. Ces images sont analysées par ce qu'on appellera la raison, et une fois analysées par la raison, elles vont se loger dans ce qu'on appelle déjà à l'époque la mémoire, et on a donc cette idée que le cerveau doit épouser finalement la structure du fonctionnement de l'esprit humain. L'esprit humain se retrouve donc à cette époque encapsulé entre les sillons du cerveau. C'est aussi durant cette période que l'on obtient les premières représentations anatomiques plutôt précises de l'organe. Mais c'est au XIXe siècle que la conception du cerveau évolue fortement. C'est vrai que c'est surtout
le 19e siècle, qui va être un grand siècle, si vous voulez, cérébral. Pourquoi? Bien parce qu'on s'y développe l'anthropologie physique, qui s'intéresse beaucoup à la forme des crânes, qui serait une sorte de décalque de la forme du cerveau ou des lésions du cerveau. Et progressivement, à la fin du 19e siècle, toute une série de travaux expérimentaux qui visent à étudier le fonctionnement du cerveau. Et la plupart de ces travaux, donc de la fin du 19e siècle, des années 1880, mais en fait jusqu'à aujourd'hui, consistent à faire quelque chose d'assez simple théoriquement, mais d'assez complexe techniquement, c'est d'essayer de capter la manière dont le cerveau consomme en quelque sorte de l'énergie, et en particulier de l'énergie charriée par le sang. Et des premiers travaux des physiologistes qui étaient inspirés par un grand physiologiste qui s'appelle Étienne-Jules Marais, je pense ici à Auguste Salaté en particulier, on va comme ça traquer l'alimentation en sang du cerveau, et d'un point de vue théorique, eh bien, on va retrouver cette même idée dans l'imagerie contemporaine, dans les années à peu près 1970. On va marquer des éléments sanguins d'une manière radioactive pour pouvoir les suivre dans leur pérégrination dans le cerveau. Et avec le développement de l'imagerie fonctionnelle, et en particulier de la résonance magnétique, on va pouvoir se passer de ces isotopes radioactifs pour traquer en quelque sorte l'alimentation sanguine qui est différenciée en fonction des endroits du cerveau qui fonctionnent. Et ça a donné lieu, bien entendu, à un nouveau chapitre d'une longue histoire, elle aussi, qui est l'histoire de la localisation, puisque un grand enjeu dans la connaissance ou l'histoire de la connaissance du cerveau, c'est de pouvoir localiser ce que fait le cerveau en lien avec les activités d'un être humain, voire d'un animal. Et c'est vrai que de la phrénologie, c'est-à-dire la science des crânes qui avait été développée par Carl Joseph Gall, jusqu'à l'imagerie fonctionnelle contemporaine, eh bien, on a commencé à établir des cartes du cerveau avec l'idée que le cerveau est un territoire et que ce territoire, eh bien, il fonctionne d'une manière différenciée en fonction de ce que les sujets ou aussi les animaux font. La localisation. Cartographier le cerveau pour savoir quelle partie est responsable de quoi. Le cortex préfrontal pour la planification, l'hippocampe pour la mémoire, l'aire de Broca pour le langage. Depuis bientôt 1 siècle et demi, l'intérêt se développe pour comprendre où se logent nos pensées et nos comportements, jusqu'à peut-être aller un peu trop loin. C'est ce qu'on appelle le cérébralisme. Alors, le cérébralisme, c'est une posture qui consiste à dire que l'essentiel, le centre de gravité, finalement, des comportements humains, mais aussi animaux, mais aussi des maladies ou des troubles, eh bien, renvoie à des problèmes du cerveau. Et le cérébralisme, c'est à la fois quelque chose, disons, de libérateur, puisqu'à partir du moment où on a pu inscrire, par exemple, dans le cerveau, un certain nombre de maladies ou de troubles, pensons par exemple à l'autisme, qui est sorti en quelque sorte d'une approche psychanalytique pour devenir un trouble neurodéveloppemental. Le fait de mettre par exemple une maladie comme l'autisme dans le cerveau, eh bien, ça a permis en quelque sorte de libérer des personnes, et en particulier les mères, selon la théorie de Bettelheim, de la culpabilité de l'état de leurs enfants et de leurs garçons en particulier. Mais il y a évidemment une autre partie du cérébralisme, peut-être un peu plus problématique, c'est qu'à force de mettre tout dans le cerveau, eh bien, on peut avoir tendance à oublier un certain nombre de fonctionnements qui sont des fonctionnements à la fois conscients, inconscients, qui renvoient à la vie mentale des individus, mais aussi à leur existence vécue. Et on peut dire que si les existences inscrivent toujours des traces quelque part dans le cerveau en lui-même n'est pas le lieu de lecture le meilleur pour capturer, pour documenter l'existence des gens, que ce soit leur existence ordinaire ou leur existence en maladie. Le cérébralisme est un phénomène plutôt récent, même s'il est difficile de poser une date précise à son début. Il se serait développé à la croisée de 2 phénomènes. Le premier phénomène, c'est un phénomène qu'on peut dire à la fois technique et scientifique, ce sont les nouvelles techniques d'exploration du cerveau, en particulier la neuroimagerie, qui, après une très longue histoire,
va surtout se développer dans les années 70 puis 80. Et un autre mouvement, c'est un mouvement que l'on pourrait dire politique, ou si vous voulez de politique de la science, puisque les États, et parmi eux par exemple les États-Unis, mais après tous les grands pays industrialisés et équipés d'un point de vue scientifique vont s'y mettre, on va déclarer le cerveau comme le continent primordial à conquérir par la science. Ça a été par exemple la décade du cerveau, certains parlent du siècle du cerveau, qui a essentiellement commencé, ça veut dire a été largement financé, surtout à partir des années 1990 du siècle passé. En prenant en compte cette politique de la science, les mouvements idéologiques, les financements, je comprends qu'il n'y a pas une bille qui est ajoutée chaque jour dans le seau. Il se remplit de manière discontinue, on le vide parfois, on jette un peu plus de billes d'un côté ou d'un autre. L'histoire des sciences du cerveau ne serait alors pas une simple accumulation de connaissances. Je ne crois pas que l'histoire du cerveau soit une histoire linéaire. On pourrait dire deux choses à ce propos. Tout d'abord, il y a des conceptions du cerveau qui ont été développées il y a très longtemps et qui restent toujours à leur manière actuelle, en tout cas au niveau de la conception générale. Je vous donne deux exemples. La phrénologie de Gall, l'idée qu'on pouvait lire les personnalités des gens ou leurs compétences sur les bosses des crânes, a été évidemment décriée comme une mauvaise science ou une pseudo-science, mais en même temps son idée était bonne. C'est qu'il y a effectivement des fonctions localisées, où on peut localiser des fonctions dans le cerveau. Et moi, je me suis aussi beaucoup intéressé à un philosophe qui est Nicolas de Malebranche. Et Nicolas de Malebranche, qui écrit à la fin du XVIIe siècle, enfin du XVIIe siècle et début du XVIIIe. Et ce qu'il y a de passionnant dans son travail, qui est un travail très volumineux, c'est que lui déjà, eh bien, il développe une théorie tout à fait, qu'on pourrait presque dire quasi contemporaine du cerveau, avec l'idée que le cerveau, eh bien, n'est pas un organe fixe, mais qu'il est littéralement sculpté par l'existence des gens, par l'expérience ou les expériences qu'ils font, par le chemin de ce qu'il appelle, comme Descartes, les esprits animaux. Alors bien sûr, on a cherché les esprits animaux, on ne les a pas retrouvés, mais l'idée était vraiment très bonne, puisque pour Descartes, mais surtout pour Malebranche, eh bien, l'idée est la suivante, c'est que lorsque nous agissons, lorsque nous vivons, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous percevons, tout ce que nous finalement réfléchissons, eh bien, s'inscrit dans notre cerveau par la circulation de ces esprits animaux qui forment comme ça des canaux, des sillons, etc. Et donc, on comprend dans la théorie de Malebranche que plus on vieillit, plus les sillons sont à la fois creusés, donc durcis, et que, par exemple, les capacités cognitives des personnes âgées sont moins importantes que les capacités cognitives des enfants. Et vous voyez, ça c'est une théorie qui est très clairement établie au XVIIe siècle, mais par quelqu'un qui n'avait aucun moyen d'aller la vérifier, je dirais, sous un microscope ou avec des instruments. Donc on peut dire que l'histoire du cerveau n'est pas une histoire cumulative, c'est plutôt une histoire qui se fait au rythme des instruments d'investigation. Et donc chaque fois qu'il y a un nouvel instrument, apparaissent des nouvelles conceptions ou des nouvelles modélisations ou des nouvelles schématisations du fonctionnement cérébral, et en même temps des idées extrêmement générales qui, elles, s'inscrivent sans aucun doute sur la longue durée, comme aurait dit l'historien Braudel. Avoir des microscopes ou une machine à imagerie par résonance magnétique nous apprend beaucoup sur le cerveau, et donc permet d'ajouter des billes dans le seau. Ces instruments ont un rôle primordial dans l'histoire. On peut dire d'une manière assez générale que c'est l'instrument qui façonne la conception qu'on a du cerveau. Si on traque l'afflux en énergie par le sang du cerveau, on va produire une version du cerveau qui correspond à l'instrument que l'on a utilisé. De la même manière, l'instrument que l'on utilise met en évidence certaines parties du cerveau en mettant dans l'ombre, en quelque sorte, d'autres parties du cerveau. Donc, c'est l'instrument qui produit des versions du cerveau, et ces instruments produisent toujours des versions, je dirais, incomplètes du cerveau, ce qui explique finalement la possibilité de continuer des recherches sur le cerveau en modifiant en quelque sorte les points de vue. Et la meilleure manière dans les sciences expérimentales de modifier les points de vue, eh bien, consiste à mettre en œuvre de nouveaux instruments. Donc, pour étudier le cerveau, on a besoin d'instruments scientifiques.
Et ces instruments vont façonner la conception qu'on a des cerveaux. Sauf que cette conception, elle va aussi influencer quels instruments on va construire. Est-ce que c'est pas au final un serpent qui se mord la queue? Vous avez raison et tort à la fois. Je dirais que c'est vrai qu'une conception du cerveau donne lieu à un instrument qui peut lui-même confirmer la conception qu'on avait du cerveau, et on pourrait là parler de cercle vicieux. Mais je dirais que si on regarde de près l'histoire des sciences du cerveau, on est plutôt en face de cercles vertueux, j'ai envie de dire, ou plutôt, pour utiliser une métaphore, plutôt dans une forme de spirale, c'est-à-dire qu'il faut bien une conception du cerveau pour pouvoir développer un instrument, le mettre en œuvre et recueillir des données, mais il arrive très souvent que les données recueillies ouvrent une nouvelle porte. Une nouvelle porte qui va évidemment non pas seulement compléter, mais qui peut effectivement engendrer une nouvelle conception du cerveau. Mais votre question est intéressante parce qu'il y a aussi des cercles vicieux. Et là, si on regarde l'histoire des recherches sur le cerveau, en particulier depuis les années 1990, ça a été vraiment la grande période de l'imagerie fonctionnelle cérébrale, eh bien, on a voulu en gros tout mettre dans l'imagerie cérébrale et on a vu le développement très problématique de centaines, si ce n'est pas des milliers d'études qui consistaient à trouver les bases cérébrales ou les bases neuronales de choses aussi complexes que l'amour romantique ou la haine ou la criminalité, etc., etc. Et là, effectivement, les sciences du cerveau rencontrent un problème, je dirais d'abord au niveau de la théorie de la connaissance, c'est qu'en gros, on pourrait dire que ces recherches trouvait forcément ce qu'elle cherchait, puisqu'il suffisait de faire une hypothèse et de regarder où est-ce que le cerveau s'allume, par exemple, lorsqu'on montre le visage d'une personne aimée à un sujet qui est dans un outil d'imagerie, et en même temps des problèmes proprement méthodologiques, puisqu'on a commencé à faire des théories générales du cerveau basées sur des études qui étaient faites sur un nombre extrêmement petit de participants à la recherche. Et donc là, on est vraiment rentré dans un cercle plutôt vicieux qui d'ailleurs a donné lieu à beaucoup de critiques dans la communauté des neuroscientifiques elle-même. Donc la bonne recherche, c'est viser des cercles vertueux qui possiblement peuvent se transformer en spirale pour avancer et élargir en gros le cercle de la compréhension. Et la mauvaise science, eh bien, c'est de rester enfermé dans un cercle un peu vicieux qui consiste finalement à appliquer toujours les mêmes théories, toujours les mêmes instruments pour comme ça faire du cerveau humain une sorte de jambon dont on pourrait couper des tranches quasiment à l'infini, puisque lorsque vous mettez des sujets humains dans un outil d'imagerie, vous pouvez leur faire à peu près n'importe quoi. Donc il est relativement facile d'identifier des traces cérébrales des comportements, mais en même temps, est-ce que ces traces cérébrales nous disent vraiment ce que c'est qu'un comportement ? Là, le réductionnisme cérébraliste va parfois un peu trop loin, en tout cas chez les mauvais neuroscientifiques. Il reste encore de nombreuses découvertes à faire au sujet du cerveau. Il regorge de mystères encore non résolus. Mais comment le seau de la connaissance va-t-il encore se remplir? Dans quelle direction allons-nous? S'il fallait aujourd'hui imaginer la suite ou les prochains chapitres de l'histoire du cerveau, je dirais que le mot-clé serait la plasticité cérébrale. Et qu'est-ce que c'est que cette plasticité cérébrale ? Eh bien, c'est l'idée que le cerveau est loin d'être un organe statique. Pendant longtemps, on a pensé que le cerveau, à l'état adulte, cessait en quelque sorte de se structurer. C'est vraiment cette idée que le cerveau est façonné littéralement par la vie des personnes, par la vie des sujets, au sens extrêmement large du terme, que ce soit les comportements, les croyances, les attitudes, mais aussi les maladies, les troubles, les traumatismes, etc. Et cette idée de plasticité, qui date finalement déjà d'un demi-siècle, puisque là on est en train de parler des années 60, aujourd'hui, eh bien, elle prend une sorte de nouvel essor avec l'épigénétique. Et l'épigénétique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'idée selon laquelle ce qui se passe dans l'environnement ou d'un rapport d'un sujet à son environnement au sens large, l'environnement matériel, mais aussi l'environnement social, mais aussi l'environnement affectif, l'environnement relationnel, vraiment le rapport du sujet à l'environnement, eh bien,
contribue à façonner le cerveau par des mécanismes épigénétiques, c'est-à-dire des mécanismes qui modulent l'expression des génomes, qui, de ce fait même, façonnent les organes, en particulier le cerveau. Pourquoi est-ce que je pense que c'est une piste intéressante? C'est parce que ça va permettre de mieux comprendre les interactions du sujet, disons du sujet humain, on pourrait même aussi parler des animaux, mais surtout les interactions du sujet humain avec son environnement et surtout la manière dont les environnements contribuent à façonner des cerveaux et donc la subjectivité des personnes. Et donc on est aussi à l'époque de l'environnement, de la durabilité, et je crois que les sciences du cerveau vont de plus en plus s'environnementaliser en quelque sorte. Et pour moi qui suis sociologue, qui ai travaillé toute ma vie dans le domaine des sciences humaines et sociales, j'y vois aussi un potentiel de collaboration, une collaboration sans doute renouvelée. Comme le disait le philosophe John Dewey, peut-être que sommes-nous en train d'entrer dans une nouvelle période que l'on peut appeler une période de continuité où la frontière entre ce qui serait de l'ordre du mental, du social, du psychologique et ce qui serait de l'ordre du cérébral, du biologique et par exemple de l'épigénétique, eh bien cette frontière pourrait devenir de plus en plus poreuse. Et les frontières poreuses, eh bien c'est toujours une bonne nouvelle dans l'histoire des sciences parce que ça permet de nouer des nouvelles collaborations et généralement les collaborations donnent lieu à des innovations et les innovations permettent de produire des nouveaux savoirs et c'est ce que j'espère en tout cas pour le futur des neurosciences, une approche beaucoup plus intégrée et peut-être faudra-t-il plus parler des neurosciences mais retrouver ce vieux terme qui était les sciences de l'homme, étant entendu que l'homme lui-même n'est pas seulement un sujet qui serait séparé de sa matière et de son environnement, mais un sujet qui est proprement façonné à la fois par lui-même, par sa matière, sa biologie et par ses environnements. C'est peut-être un rêve, mais je crois que beaucoup d'indices nous permettent de croire aujourd'hui, au début de ce XXIe siècle, que les choses pourraient se produire ainsi. Chaque jour, nous apprenons un peu plus sur le fonctionnement du cerveau. La manière de l'étudier et de le concevoir a changé et changera encore. L'histoire des sciences du cerveau n'a pas encore donné son dernier mot. Vous venez d'écouter un épisode de l'Uniscope imaginé et réalisé par Marion Deveuvet. Merci à Francesco Panese, sociologue, historien et professeur à l'Université de Lausanne, de nous avoir partagé cette analyse et ce rêve.